Le silence de marbre du hall me coupait le souffle, mais pas autant que l'écho de mes propres mots. J'avais les yeux rivés sur Marie, cette femme à la chevelure dorée et aux yeux clairs, qui se tenait là, le chiffon de nettoyage à la main, face à moi, Julien Mercier, le PDG. La stupéfaction palpable dans l'air, le chuchotement assourdi des employés, tout cela formait une cacophonie silencieuse. C'était absurde, ridicule. Pourtant, je venais de le dire devant tout le monde. Si vous arrivez à lui faire retrouver le sourire, avais-je déclaré, en désignant Sophie, ma fille, qui me regardait avec une curiosité inouïe, je vous épouse. Marie avait cligné des yeux une fois, puis une seconde, son expression incroyablement calme pour quelqu'un qui venait d'entendre une proposition aussi délirante. Je m'attendais à tout. La colère, le rire nerveux, la fuite. Mais pas cette sérénité, pas la simple inclinaison de sa tête alors qu'elle disait, d'une voix douce mais ferme, « D'accord, j'accepte. » Mon propre souffle s'était coupé. Vraiment, elle ne plaisantait pas. C'était inattendu. Absolument pas ce que j'avais envisagé quelques minutes auparavant. À cet instant, je ne savais plus si j'étais soulagé, amusé ou terrifié. C'était le début de quelque chose, c'était sûr. Mais de quoi? J'en avais honnêtement aucune idée. Comment en étais-je arrivé là? La vie avant Marie était une routine impeccable et glaciale, tout comme les bureaux de Vance Industries, ou plutôt Mercier Entreprises, comme on l'appelait maintenant. Des journées faites de marbre poli, de verre miroité, d'employés se déplaçant avec une hâte calculée. Et moi, Julien, le plus jeune PDG du pays, à 32 ans, commandant un empire qui pouvait faire ou défaire de plus petites compagnies. Le genre d'homme dont on disait qu'il avait tout, sauf peut-être le plus important. Depuis la mort de Sarah, ma femme, il y a 8 mois, Sophie vivait comme une ombre silencieuse. Ses cheveux blonds, un peu plus clairs que ceux de sa mère, tombaient en vagues douces sur ses épaules, encadrant un petit visage qui souriait rarement. J'avais tout essayé, des psychologues, des jouets, des voyages. Rien n'y faisait. Elle était là, à côté de moi, souvent, tenant ma main sans dire un mot. Ses mouvements étaient précis, presque mécaniques, comme si elle suivait un protocole invisible. Quand l'avais-je vue vraiment jouer ou rire pour la dernière fois? Le souvenir s'était perdu quelque part entre mes réunions et mes voyages d'affaires. Ce matin-là, comme d'autres matins, Sophie était restée avec moi au bureau. « Tu restes avec moi aujourd'hui », avais-je dit. C'était plus une déclaration qu'une question, en fait. La nounou était indisponible et j'avais des contrats urgents à traiter. L'amener ici à Mercier Entreprises, ce n'était pas l'idéal, bien sûr, mais juste pour quelques heures. Elle avait simplement acquiescé. Dans mon bureau, elle s'était assise sur le fauteuil près de la fenêtre, sortant un livre de coloriage de son sac. « Je resterai ici », avait-elle murmuré, sans même lever les yeux. « Sage fille », avais-je répondu, un goût amer dans la bouche. C'était tout ce que j'avais pu lui dire. Les 50 minutes suivantes s'étaient écoulées entre des signatures et des décisions qui déplaçaient des millions. Mais en retournant dans mon bureau, je l'avais trouvé dans la même position exacte, coloriant, avec une minutie obsédante. « Je dois descendre au rez-de-chaussée. Tu viens avec moi. » Elle avait fermé son livre et s'était levée sans discuter. On était descendu de 3 étages, où je devais vérifier les nouveaux systèmes de sécurité. Le hall du 20e étage était plus animé, des employés de différents départements circulaient. C'est là que j'avais remarqué, elle, une femme blonde à genoux, frottant une tache sur le marbre. Elle n'avait rien de spécial, juste une femme de ménage. Mais elle avait levé la tête et avait souri au gardien de sécurité qui passait. « Bonjour, Robert. Comment va votre femme? »« Mieux, Marie. Merci de demander. »« C'est super. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe. » Son sourire avait illuminé son visage. Ses yeux bleus clairs brillaient d'une joie authentique qui contrastait avec tout ce qui l'entourait.
Marie ne devait pas avoir plus de 28 ans et il y avait quelque chose dans son énergie qui rendait l'environnement moins formel, presque humain. J'avais froncé les sourcils. Une nouvelle employée, visiblement. Ce qui me dérangeait, c'était la facilité avec laquelle elle transformait un simple salut en quelque chose de chaleureux, de personnel. Papa, est-ce que je peux m'asseoir là-bas? Sophie avait pointé un banc tout proche, bien sûr. Je l'avais accompagnée, gardant mes yeux sur Marie. Elle fredonnait doucement en travaillant, complètement inconsciente d'être observée par le PDG. D'autres employés s'étaient rassemblés dans le hall pour la pause déjeuner, et ils semblaient tous graviter naturellement vers elle. Une idée avait commencé à prendre forme dans mon esprit. Une idée folle, oui, mais qui me semblait tout à coup irrésistible. À mes côtés, Sophie observait l'activité avec une curiosité silencieuse. C'était la première fois depuis des mois qu'elle montrait de l'intérêt pour quoi que ce soit. Je m'étais levé et avais marché jusqu'au centre du hall. Les conversations s'étaient tuées, les employés remarquant ma présence. Marie avait levé la tête, surprise de me voir là. « Bonjour », avais-je dit, ma voix tranchant le silence. « Bonjour, Monsieur Mercier », avaient répondu quelques-uns en chœur. Marie s'était levée rapidement, tenant son chiffon. Il y avait de la nervosité dans ses yeux, mais aussi une curiosité authentique. « Vous êtes nouvelle ici », avais-je constaté. « Oui, monsieur. J'ai commencé la semaine dernière. » Marie Martin. Marie. J'avais répété le nom comme pour en tester le son. Puis, sans prévenir, mon esprit impulsif avait pris le dessus. C'était peut-être l'épuisement de voir Sophie si apathique. Peut-être la curiosité. Ou peut-être simplement le désir de briser cette routine suffocante. « J'ai une proposition intéressante pour vous, Marie, » avais-je annoncé, assez fort pour que tout le monde entende. Le hall s'était encore plus tu. Marie avait cligné des yeux, visiblement confuse. « Une proposition, monsieur? » C'est là que j'avais pointé Sophie, qui nous regardait avec une attention inhabituelle. « C'est ma fille, Sophie. Elle n'a pas souri depuis longtemps. Si vous arrivez à lui faire sourire. » J'avais marqué une pause dramatique. « Je vous épouse. » Le silence était assourdissant. Certains employés avaient haleté, d'autres avaient les yeux écarquillés. Sarah, mon assistante, était devenue pâle comme un linge. Marie, elle, avait incliné légèrement la tête, comme si elle digérait ce qu'elle venait d'entendre. Je m'attendais à de la nervosité, un rire anxieux, peut-être de l'indignation. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la sérénité avec laquelle elle avait répondu. « D'accord, j'accepte. » Mon tour d'être surpris. Elle ne semblait pas plaisanter. Il y avait une détermination dans ses yeux clairs. « Vraiment ?» avais-je demandé, sincèrement intrigué. « Pourquoi pas ?» Marie avait souri, et cette lumière avait rayonné dans la pièce. Sophie a l'air d'être une fille adorable. Sans plus de cérémonie, elle avait rangé ses produits de nettoyage et s'était approchée de Sophie. La petite fille l'avait regardée arriver avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Bonjour, Sophie. Je m'appelle Marie, » avait-elle dit, s'accroupissant à la hauteur de l'enfant. « Ton papa m'a dit que tu étais très intelligente. » Sophie n'avait pas répondu, mais ses yeux bleus étudiaient le visage de Marie. « Tu sais ce que j'ai là? » Marie avait fouillé dans sa poche et en avait sorti un gros bouton coloré. « C'est un bouton magique très spécial. »« Les boutons ne sont pas magiques, » avait murmuré Sophie, mais il y avait de l'intérêt dans sa voix. « Ah, mais celui-ci est différent. » Marie avait tenu le bouton avec un soin théâtral. « C'est le bouton officiel des sourires. Tu veux voir comment ça marche? » Elle avait pressé le bouton contre son propre front et avait fait une grimace exagérée de concentration. « Voyons voir. » Marie avait fermé les yeux. « Oui, ça marche. Je vois une histoire ici. » Sophie s'était penchée en avant, oubliant complètement sa posture réservée. « Quelle histoire? » C'était une histoire de princesse courageuse, à la chevelure dorée comme la sienne et aux yeux bleus comme des pierres précieuses, qui vivait dans un château fait de nuages. Mais un jour, un dragon très mal élevé avait volé toutes les couleurs de son royaume. « Et qu'a-t-elle fait? » avait demandé Sophie, complètement absorbée.
Marie avait joué toute l'histoire utilisant différentes voix. Le dragon était mal élevé parce que personne ne lui avait jamais appris les bonnes manières. La princesse avait décidé qu'au lieu de se battre, elle apprendrait au dragon à être gentil. Et tu sais ce qui s'est passé quand le dragon a enfin appris à sourire? Marie avait de nouveau pressé le bouton. Toutes les couleurs étaient revenues et ils étaient devenus les meilleurs amis du monde. Sophie pendait à ses lèvres. Quand Marie avait fait dire d'une voix rauque de dragon, « Merci, princesse », quelque chose de magique s'était produit. Un petit sourire était apparu sur les lèvres de Sophie, puis un gloussement étouffé. Et ensuite, comme si un barrage s'était rompu, elle avait laissé échapper un rire cristallin qui avait résonné dans tout le hall. Le son avait été comme un coup de foudre pour moi. Combien de temps s'était écoulé depuis que j'avais entendu Sophie rire comme ça? Des mois, peut-être plus d'un an, je suis resté figé regardant ma fille serrer le bouton coloré et rire avec une joie dont j'avais oublié qu'elle possédait. Marie s'était levée, visiblement satisfaite. « Mission accomplie », avait-elle dit simplement. Je l'ai regardée longuement. Une partie de moi était sincèrement impressionnée. Une autre était déconcertée. J'avais fait cette proposition comme une blague. Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un pourrait accomplir l'impossible. « Merci », avais-je dit enfin, ma voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. « De rien », avait répondu Marie sans perdre son sourire. Sophie est une petite fille incroyable. Elle avait juste besoin d'un peu de magie. « Marie, tu reviendras demain ?» avait demandé Sophie. « Bien sûr, ma puce. Je travaille ici tous les jours. Je pourrais voir le bouton magique encore, quand tu veux. » J'avais observé toute l'interaction en silence. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, comme si quelque chose de fondamental avait changé. Sophie était radieuse, bavardant avec enthousiasme avec Marie. Sarah s'était approchée discrètement. « Monsieur Mercier, les directeurs, annulez la réunion », avais-je dit sans quitter Sophie des yeux. Reprogrammé pour demain. Pour la première fois depuis longtemps, Julien Mercier ne savait pas quoi penser. Et moi, Julien, je me sentais étrange. Non, ce n'était pas de l'amour, pas encore. C'était une fascination, une admiration troublante pour cette femme qui avait brisé le silence de ma fille en quelques minutes. Mais c'était aussi une pointe d'inquiétude. Qu'allait-il se passer maintenant? Vais-je vraiment fait une proposition de mariage à une employée? Et pire, l'avait-elle acceptée? C'était une situation incroyablement inconfortable. Le lendemain matin, je prenais mon café quand Sophie était apparue dans la cuisine, déjà habillée et avec son sac à dos. « Je viens avec toi aujourd'hui », avait-elle annoncé comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'avais failli m'étouffer avec mon café. Sophie se levait rarement tôt et elle n'avait jamais montré d'intérêt à m'accompagner au travail. « Sophie, tu as tes cours particuliers avec Madame Leroy aujourd'hui. »« Je peux le faire plus stern », avait-elle répondu, ajustant les bretelles de son sac à dos. « Je veux aider Marie. » « Aider Marie ?» J'avais froncé les sourcils. Depuis quand Sophie s'intéressait-elle à aider qui que ce soit? Ces derniers mois, la petite fille avait à peine parlé au personnel de la maison. Aider comment? Elle a dit que je pourrais tenir les chiffons pendant qu'elle nettoie et que je peux aussi lui raconter des histoires. Il y avait une excitation dans la voix de Sophie que je n'avais pas entendue depuis très, très longtemps. Il était difficile de dire non quand elle montrait enfin de l'intérêt pour quelque chose. « D'accord, mais tu restes sage et tu ne déranges personne. » Je promets. Le sourire qu'elle m'avait donné était authentique et j'avais ressenti une étrange oppression dans ma poitrine. Quand Sophie m'avait-elle souri comme ça pour la dernière fois? Dans la voiture, elle avait bavardé tout le trajet sur le bouton magique et l'histoire de la princesse et du dragon. J'avais écouté, à moitié distrait, mais je ne pouvais ignorer à quel point ma fille semblait vivante. Après des mois de silence, entendre Sophie parler sans arrêt était presque surréaliste. « Papa, tu crois qu'il y a d'autres boutons magiques? »« Je ne sais pas, Sophie. Marie a dit que la magie existe peut-être partout. Il faut juste savoir où chercher. »
La magie. J'avais levé les yeux au ciel intérieurement. Quelle sorte de bêtise était-ce là? Mais Sophie semblait y croire de tout son cœur. Alors j'avais simplement acquiescé. À notre arrivée à l'entreprise, Sophie avait pratiquement sauté de la voiture. Dans l'ascenseur, elle se déplaçait d'un pied sur l'autre, visiblement anxieuse. Tu crois que Marie est déjà là? Probablement. Le personnel de nettoyage commence tôt. Je peux aller la chercher? Après que j'ai réglé quelques affaires dans mon bureau, Sophie avait fait de la moue, mais avait accepté. Dans le bureau, elle s'était assise dans le même fauteuil que la veille, mais cette fois, elle n'avait pas cherché son livre de coloriage. Au lieu de cela, elle fixait la fenêtre comme si elle attendait quelque chose. J'avais essayé de me concentrer sur mes emails, mais il était difficile d'ignorer l'agitation de ma fille. Après 15 minutes, elle n'en pouvait plus. Je peux aller voir Marie maintenant? Sophie, s'il te plaît, juste une minute. Il y avait une étincelle dans ses yeux bleus que je n'avais pas vue depuis avant la mort de Sarah. Comment pouvais-je refuser? D'accord, mais je viens avec toi. Nous étions descendus au 20e étage où nous avions trouvé Marie organisant son chariot de nettoyage. En voyant Sophie, son visage s'était illuminé. « Salut, ma puce. Tu es venue m'aider aujourd'hui? »« Oui. » Sophie avait couru vers elle. « J'ai apporté de nouvelles histoires aussi. » Comme c'est merveilleux. J'adorerais les entendre. Je m'étais positionné stratégiquement près du comptoir de la réception où je pouvais tout observer sans avoir l'air d'espionner. Techniquement, je devais consulter des rapports juste là, donc ce n'était pas un mensonge. Dans les minutes qui avaient suivi, j'avais été témoin de quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Sophie, habituellement si timide et réservée, avait commencé à discuter animément avec Marie. Elle parlait des livres qu'elle lisait, des leçons de piano qu'elle avait arrêtées et à quel point sa mère lui manquait. Marie écoutait avec une attention sincère, posant des questions et faisant des commentaires qui maintenaient de la conversation fluide. C'était comme si elle savait exactement quoi dire pour mettre Sophie à l'aise. « Tu sais, Sophie, ta maman devait être une personne très spéciale, » avait dit Marie en essuyant une table. « Parce que tu es une fille incroyable, et les gens incroyables ont toujours des parents incroyables. » Elle l'était, avait soupiré Sophie. Elle me chantait tous les soirs. Comme c'est joli, tu te souviens de certaines chansons? Je me souviens d'une qu'elle chantait toujours. C'était sur les étoiles. Tu peux me la chanter, hein? J'avais cessé de faire semblant de lire le rapport. Sophie n'avait pas chanté depuis la mort de Sarah, pas même sous la douche où elle chantait autrefois à gorge déployée. À ma surprise, Sophie avait commencé à fredonner doucement. C'était une chanson simple sur les vœux faits aux étoiles que Sarah chantait toujours au coucher. La voix de la petite fille était fragile, mais portait une douceur qui me serrait la poitrine. Marie avait arrêté de nettoyer pour écouter, et quand Sophie avait fini, elle avait applaudi doucement. « Quelle belle voix! Ta maman devait être si fière. Tu crois qu'elle peut m'entendre chanter même au paradis? » « J'en suis absolument sûr, » avait répondu Marie sans hésitation. « Les mamans entendent toujours leurs enfants, peu importe où elles sont. » Sophie avait souri et avait recommencé à chanter, cette fois un peu plus fort. J'observais, fasciné. C'était comme si Marie avait une clé magique qui déverrouillait des parties de Sophie qui étaient restées fermées pendant des mois. Tout au long de la matinée, j'avais trouvé des excuses pour passer par le 20e étage. Il y avait toujours quelque chose à vérifier, quelqu'un à rencontrer, une raison d'être là, et je voyais toujours la même scène. Sophie bavardant avec enthousiasme avec Marie, l'aidant pour de petites tâches, chantant doucement. Lors d'un de mes passages, j'avais entendu Sophie demander « Marie, tu as des enfants? »« Non, ma puce, je suis seule. »« Mais tu aimerais en avoir? » Marie avait fait une pause dans son nettoyage un instant, comme si la question l'avait prise au dépourvu. « Tu sais, je n'y ai jamais vraiment réfléchi, mais si j'avais une fille, je voudrais qu'elle soit comme toi. » Le sourire que Sophie avait donné aurait pu illuminer tout le bâtiment, et j'avais senti quelque chose d'étrange remuer dans ma poitrine, quelque chose que je ne pouvais identifier. À l'heure du déjeuner, Sarah m'avait trouvé dans le couloir.
Monsieur Mercier, vous devez signer ces contrats plus tard. Mais monsieur, ils sont urgents. La réunion avec les Japonais, j'ai dit plus tard, Sarah. Elle m'avait regardé, surprise. Je ne reportais jamais les affaires importantes, mais à ce moment-là, j'étais occupé à regarder Sophie apprendre à Marie comment faire des avions en papier avec des feuilles qu'elle avait empruntées à l'imprimante. Regarde, Sophie avait crié quand l'avion avait volé parfaitement. J'ai réussi. Parfait. Tu es une experte en avion en papier. Marie avait ri et le son avait résonné dans le couloir. C'est là que j'avais réalisé que je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. Il y avait quelque chose de magnétique dans la dynamique entre Sophie et Marie. La facilité avec laquelle elles se connectaient était presque déconcertante. Pourquoi une femme de ménage pouvait-elle faire sourire ma fille alors que moi, son propre père, j'avais échoué lamentablement? Le même schéma s'était répété tout l'après-midi. Sophie collée à Marie, parlant de tout et de rien. Marie répondait avec une patience infinie, comme si elle n'avait rien de plus important à faire au monde que de donner toute son attention à une fillette de 6 ans. Papa, Sophie avait couru vers moi quand il était temps de rentrer à la maison. Je peux revenir demain? Sophie, tu as des engagements. S'il te plaît, Marie a dit qu'elle allait m'apprendre à faire des fleurs en papier demain. Des fleurs en papier? J'avais regardé Marie, qui rangeait ses produits de nettoyage, avec un petit sourire sur le visage. Il y avait quelque chose chez elle qui me dérangeait. Ce n'était pas seulement la facilité avec laquelle elle avait conquis Sophie. C'était quelque chose de plus. Comment quelqu'un pouvait-il être si naturel, si sincèrement intéressé par une enfant qu'elle connaissait à peine? Dans mon expérience, les gens voulaient toujours quelque chose en retour. On verra, avais-je répondu. Mais je savais que j'avais déjà perdu la bataille. Dans la voiture, Sophie n'avait pas pu s'arrêter de parler de Marie. À quel point elle était drôle, gentille, à quel point elle comprenait vraiment les choses que Sophie disait. Elle est différente des autres, papa. Différente comment? Elle me regarde comme si j'étais importante. Les mots m'avaient frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'avais regardé Sophie. Bien sûr que je la regardais. C'était ma fille. Mais quand l'avais-je vraiment vue pour la dernière fois? Ce soir-là, Sophie avait dîné sans avoir besoin d'être appelée 3 fois. Elle avait raconté sa journée entière à Madame Laval, limitant la voix que Marie avait utilisée pour le dragon dans l'histoire. Avant de dormir, elle avait chanté la chanson de sa mère à nouveau. Je me tenais à la porte de sa chambre, écoutant. Pendant des mois, j'avais essayé de trouver un moyen de ramener Sophie. Psychologues, thérapeutes, nouveaux jouets, voyages. Rien n'avait marché. Et puis une inconnue, une femme de ménage, apparaît et en 2 jours réussit ce que je n'avais pas pu faire en 8 mois. Cela aurait dû être une bonne chose. Sophie allait clairement mieux, plus heureuse, plus elle-même. Alors pourquoi me sentais-je si mal à l'aise? Pourquoi, pour la première fois depuis des années, avais-je l'impression de perdre le contrôle de quelque chose? Et pourquoi ne pouvais-je pas arrêter de penser à Marie Martin? Je n'avais pas bien dormi cette nuit-là. Je me suis retourné maintes et maintes fois, pensant à la facilité avec laquelle Marie s'était connectée avec Sophie. C'était trop naturel, trop parfait. Et dans mon expérience, quand quelque chose semblait trop parfait, cela cachait généralement quelque chose. Le lendemain matin, j'étais arrivé au bureau plus tôt que d'habitude. Sophie dormait encore quand j'avais quitté la maison, ce qui était une chance. J'avais besoin de quelques heures pour résoudre un problème qui me tracassait depuis la veille. J'avais appelé Pierre, un détective privé que j'utilisais depuis des années pour des affaires sensibles de l'entreprise. Pierre était discret, efficace et ne posait jamais de questions inutiles. Julien, quelle surprise! Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin d'une vérification d'antécédents. Rien de trop approfondi, juste des informations de bonne. Bien sûr, sur qui? Une employée de l'entreprise, Marie Martin. Elle travaille au nettoyage, a commencé la semaine dernière. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Un problème spécifique? Pas exactement. J'avais hésité.
Comment pouvais-je expliquer que j'enquêtais sur quelqu'un parce qu'elle y était trop douée avec ma fille? Je veux juste en savoir plus sur sa situation financière, ses antécédents, son mode de vie. Vous comprenez? Je comprends. Il me faudra quelques jours. 2 jours maximum, Pierre, c'est important. Vous l'avez. J'avais raccroché et j'avais essayé de me concentrer sur le travail, mais c'était difficile. Chaque fois que je regardais par la fenêtre de mon bureau, je me souvenais de Sophie fredonnant la veille. Elle avait recommencé à chanter. Après 8 mois de silence absolu, ma fille chantait de nouveau. J'aurais dû être reconnaissant, et je l'étais, mais j'étais aussi troublé. Vers 10 heures du matin, Sarah avait frappé à la porte. Monsieur Mercier, Sophie est là. Elle dit que vous avez promis qu'elle pourrait venir aujourd'hui. J'avais soupiré. Je n'avais pas exactement promis, mais je n'avais pas dit non non plus. Vous pouvez la faire entrer. Sophie était apparue à la porte avec un sourire radieux et un petit sac à la main. Salut papa, j'ai apporté des dessins à montrer à Marie. Des dessins. Je les ai faits hier soir avant de dormir. Des dessins de l'histoire du dragon. Je pense qu'elle va les aimer. Elle avait ouvert le sac et m'avait montré les papiers. C'étaient des dessins colorés d'une princesse blonde combattant un dragon vert. Très basique, comme on peut s'y attendre d'une enfant de 6 ans, mais faits avec soin. Ils sont jolis, avais-je commenté. Et c'était vrai. Je peux aller les lui montrer maintenant. Bien sûr, mais souviens-toi des règles. Je sais, ne pas l'interrompre dans son travail. Sophie était partie en courant et je l'avais suivie à distance. Je voulais observer leur interaction une fois de plus. Peut-être que je pourrais comprendre ce qui me dérangeait tant. En atteignant le 20e étage, Marie nettoyait les fenêtres du couloir. En voyant Sophie, elle s'était arrêtée immédiatement. « Salut, ma puce. Comment ça s'est passé ta nuit? »« Bien! Regarde ce que j'ai fait! » Sophie lui avait montré les dessins avec fierté. Marie avait pris les papiers et avait examiné chacun d'eux attentivement, comme s'il s'agissait d'œuvres d'art importantes. « Sophie, c'est incroyable! Regarde comme tu as dessiné la princesse, exactement comme dans notre histoire. Et le dragon est parfait. Tu les aimes vraiment? Je les adore. Je peux en garder un pour moi? Tu peux tous les garder si tu veux. Comme c'est généreux, je les chérirai. » J'avais vu Marie plier soigneusement les dessins et les placer dans la poche de son uniforme. Il n'y avait rien de forcé dans ses gestes. Elle semblait sincèrement intéressée par les gribouillis d'une enfant. Tout au long de la matinée, j'avais trouvé des excuses pour passer par le couloir. La scène se répétait. Sophie bavardant, Marie écoutant attentivement, les deux riant ensemble. C'était comme si elles se connaissaient depuis des années. En fin d'après-midi du jour suivant, Pierre m'avait appelé. « J'ai le rapport que vous avez demandé. Allez-y. » Marie Martin, 28 ans, célibataire, vit seule dans un petit appartement du quartier de Belleville. Travaille comme femme de ménage depuis 3 ans, toujours pour différentes entreprises. Avant cela, elle a travaillé comme vendeuse, serveuse et réceptionniste. Situation financière compliquée. Elle a plusieurs factures en retard. Loyer, carte de crédit et quelques mensualités pour je ne sais quoi. Elle travaille dur pour joindre les deux bouts, mais il semble que l'argent ne suffise jamais. J'avais froncé les sourcils. Si Marie avait des problèmes financiers, peut-être y avait-il une arrière-pensée à se rapprocher de Sophie. Peut-être qu'elle savait qui j'étais et essayait de profiter de la situation. Autre chose? En fait, oui, et c'est intéressant. J'ai parlé à certains de ses voisins. Apparemment, Marie est connue dans l'immeuble comme quelqu'un qui est toujours prête à aider. C'est-à-dire, elle arrose les plantes de ses voisins quand ils voyagent. Elle apporte de la nourriture à ceux qui sont malades. Elle aide les personnes âgées avec leurs courses lourdes. Une des voisines m'a dit que Marie lui avait prêté de l'argent plusieurs fois, même quand elle-même était en difficulté. Cela n'avait pas de sens. Si Marie était en difficulté financière, pourquoi aiderait-elle d'autres personnes? Des informations sur la raison des dettes. Je n'ai pas pu savoir. Elle est très secrète à ce sujet. Mais d'après ce que j'ai compris,
Cela ne semble pas lié à une dépendance ou à des dépenses somptueuses. Son appartement est très simple, presque vide, pas de voiture, pas de vêtements chers. C'est comme si l'argent disparaissait pour une raison qu'elle ne dit à personne. J'avais raccroché plus confus qu'avant. Le rapport n'avait rien révélé de suspect. Au contraire, il dépeignait Marie comme une personne vraiment bonne qui aidait les autres, même quand elle était en difficulté. Mais cela ne diminuait pas mon malaise. En fait, cela l'augmentait. Si Marie était vraiment aussi altruiste qu'elle le semblait, pourquoi travaillait-elle comme femme de ménage? Pourquoi n'avait-elle pas une vie plus stable? Et surtout, qu'est-ce qui l'a poussée à dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas pour des choses que l'enquêteur n'avait pas pu découvrir? Il manquait des pièces à ce puzzle, et moi, Julien, je détestais les puzzles incomplets. Cet après-midi-là, quand j'étais allé chercher Sophie au 20e étage, je les avais trouvées assises par terre, faisant des fleurs en papier avec des chutes de papier. Papa, regarde comme c'est beau. Sophie m'avait montré une rose jaune un peu tordue mais faite avec amour. Très jolie. Marie me l'a appris. Elle a dit que sa maman le lui avait appris quand elle était petite. J'avais regardé Marie qui souriait discrètement. Ma maman disait toujours que les fleurs en papier durent éternellement, contrairement aux vraies. Et où est votre mère maintenant? Avais-je demandé, essayant de paraître désinvolte. Le sourire de Marie avait vacillé une fraction de seconde. Elle n'est plus là. Je suis désolé. Merci. Il y eut un moment de silence inconfortable. Sophie, sentant le changement d'ambiance, avait rapidement changé de sujet. Papa, je peux donner cette fleur à Sarah. Elle a été gentille avec moi aujourd'hui. Bien sûr que tu peux. En remontant au bureau, j'avais pensé à la réaction de Marie quand j'avais posé la question sur sa mère. Il y avait de la tristesse, mais aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Peut-être que c'était la réponse à ses mystérieuses dettes. Mais même avec tous les doutes, une chose était indéniable. Sophie s'épanouissait. Elle était heureuse d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Et même si cela me dérangeait de ne pas entièrement comprendre Marie Martin, je ne pouvais nier qu'elle faisait du bien à ma fille. La question était, combien de temps cela durerait-il? Et quel en serait le prix? Toute la nuit, j'ai pensé au rapport de Pierre. Marie était en difficulté financière, pourtant elle aidait les autres. Elle travaillait comme femme de ménage, mais traitait Sophie comme la chose la plus précieuse du monde. Il y avait quelque chose de si authentique chez elle que je ne pouvais pas le remettre en question, malgré tous mes efforts. Le lendemain matin, j'avais trouvé Sophie déjà habillée dans la cuisine, son sac à dos prêt. « Je viens encore avec toi aujourd'hui », avait-elle annoncé comme si la décision était déjà prise. « Sophie, tu ne peux pas venir au bureau tous les jours. »« Pourquoi pas? Je ne dérange personne et Marie est contente quand je l'aide. » J'avais soupiré. Comment pouvais-je argumenter contre ça? Sophie était clairement mieux, plus énergique, plus communicative. Ce serait cruel de couper la seule chose qui la faisait sourire. D'accord, mais c'est le dernier jour de la semaine. Tu restes à la maison ce week-end. Le visage de Sophie s'était un peu affaissé, mais elle l'avait accepté. Sur le chemin du bureau, elle avait parlé de ses prouesses avec Marie. Elle voulait faire plus de fleurs en papier, peut-être essayer des origamis plus compliqués. Marie avait promis de lui apprendre à faire un signe. Elle est très intelligente, papa. Elle sait faire beaucoup de choses. C'est ça. Elle a dit qu'elle avait appris en regardant des vidéos sur Internet parce qu'elle n'avait pas d'argent pour les cours, mais elle voulait quand même apprendre. J'avais senti quelque chose remuer dans ma poitrine. Marie s'était formée elle-même parce qu'elle ne pouvait pas se payer de leçons. Une autre pièce du puzzle qui ne faisait qu'accroître mon admiration pour elle. À notre arrivée au bureau, Sophie avait couru directement au 20e étage. J'avais suivi comme toujours, gardant mes distances. Marie organisait son chariot de nettoyage quand elle avait vu Sophie s'approcher. Son visage s'était illuminé de ce sourire qui était devenu si familier. « Salut, ma puce. Prête pour une autre journée d'aventure? »« Prête. J'ai apporté du papier de couleur de la maison pour faire les signes. »« Comme c'est merveilleux.
Nous allons faire les plus beaux signes du monde. J'avais observé leur interaction pendant quelques minutes. Il y avait quelque chose dans la façon dont Marie regardait Sophie qui me touchait profondément. C'était le regard de quelqu'un qui se souciait vraiment. Il n'y avait pas de feinte là-dedans, pas d'arrière-pensée. Tout au long de la matinée, je m'étais retrouvé à penser de plus en plus à la situation de Marie. Elle vivait seule, avait des difficultés financières, pourtant elle consacrait son temps et son énergie à rendre ma fille heureuse. Elle ne demandait rien en retour, n'attendait aucune faveur. Vers midi, une idée avait commencé à prendre forme dans mon esprit. Une idée qu'il y a quelques semaines, j'aurais considérée comme complètement absurde. Et si Marie déménageait avec nous? La maison était immense, avec beaucoup de chambres libres. Sophie adorerait avoir Marie tout le temps, et Marie n'aurait plus à s'inquiéter du loyer ou des factures de base. Mais c'était une idée folle, inviter une employée, pratiquement une inconnue, à vivre dans ma maison. Que diraient les gens? Que penserait Sarah? Puis je me suis souvenu du sourire de Sophie de la veille au matin, le rire qui avait résonné dans la maison pour la première fois depuis des mois, la façon dont ma fille avait recommencé à chanter. Qui se souciait de ce que les autres pensaient? En fin d'après-midi, quand j'étais allé chercher Sophie, je les avais trouvées assises par terre, entourées de signes en papier coloré. « Papa, regarde combien de signes nous avons faits. » Sophie m'avait fièrement montré la petite collection. Ils sont magnifiques. Marie a dit que je pouvais en ramener quelques-uns à la maison pour décorer ma chambre. J'avais regardé Marie, qui rangeait soigneusement ses fournitures. « Marie, puis-je vous parler un instant seul? » Elle avait semblé surprise, mais avait accepté. Sophie était restée jouer avec les signes pendant que nous nous éloignions de quelques mètres. « Je veux vous faire une proposition, » avais-je dit, allant droit au but. « Une proposition, monsieur? Je veux que vous veniez vivre avec nous. » Marie avait cligné des yeux, clairement choquée. « Je suis désolé, monsieur, mais je ne comprends pas. » C'est exactement ce que ça veut dire. J'ai une grande maison avec des chambres vides. Sophie adore votre compagnie et, eh bien, je sais que vous avez quelques difficultés financières. Le visage de Marie était devenu rouge. « Monsieur Mercier, je ne... » « Ce n'est pas de la charité, » l'avais-je interrompu. « C'est pratique. Sophie est heureuse. Vous êtes plus à l'aise. Tout le monde y gagne. » Marie était restée silencieuse pendant un long moment, assimilant clairement l'offre. « Je ne saurais pas comment vous rembourser. » « Vous n'avez pas à rembourser quoi que ce soit. Continuez simplement à être qui vous êtes avec Sophie. Mais les gens penseront. Je me fiche de ce que les gens pensent. » Ce silence. Yehoah, elle m'avait regardé dans les yeux comme pour comprendre mes véritables intentions. « Pourquoi faites-vous ça? » J'avais hésité. Comment pouvais-je expliquer que pour la première fois depuis des mois, ma fille semblait vivante? Comment pouvais-je dire que Marie avait accompli en une semaine ce que les psychologues n'avaient pas fait en des mois? Parce que Sophie a besoin de vous, avais-je dit simplement. Et peut-être que vous avez besoin d'une pause des soucis financiers. Marie avait jeté un coup d'œil à Sophie, qui fredonnait doucement en arrangeant les signes par couleur. Je dois réfléchir. Bien sûr, il n'y a pas de précipitation. En fait, elle avait soupiré. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir. Vous avez raison pour les difficultés financières. Et Sophie, elle est spéciale. Si ma présence aide vraiment, et elle aide beaucoup, puis, alors j'accepte, mais à une condition. Si à un moment donné vous sentez que cela ne fonctionne pas, vous me le dites immédiatement. Pas de formalité. Marché conclu? Marie avait souri et j'avais ressenti une étrange sensation dans mon estomac. Un soulagement, peut-être, ou la satisfaction d'avoir pris la bonne décision. Quand souhaitez-vous déménager? Dès que cela vous convient. Ce week-end. Parfait. Nous étions retournés auprès de Sophie. La petite fille nous avait regardés curieusement. Sophie, vais-je dit, comment te sentirais-tu si Marie venait vivre avec nous?
Les yeux bleus de Sophie s'étaient écarquillés. Vraiment? Elle peut vraiment? Si elle veut. Je veux, avait confirmé Marie en souriant. Sophie avait poussé un petit cri de joie et avait couru étreindre Marie. L'étreinte était si forte qu'elle avait failli faire tomber la femme. Ça va être génial. Je peux te montrer ma chambre et la bibliothèque et le jardin. J'ai hâte de tout voir, Marie avait ri. Le samedi matin, j'avais envoyé mon chauffeur chercher les affaires de Marie. Il n'y avait pas grand-chose, quelques vêtements, des livres et une boîte d'objets personnels. Sophie avait insisté pour y aller avec elle pour l'aider. Lorsque Marie était arrivée au manoir, j'avais observé sa réaction. Elle s'était arrêtée à l'entrée, regardant autour d'elle avec une expression pensive. La maison était vraiment impressionnante. 3 étages, d'immenses jardins, des meubles coûteux dans chaque pièce, mais il y avait une froideur dans l'atmosphère. Élégante mais distante, riche mais vide. C'est une belle maison, Kebab, avait dit Marie poliment. Merci, Sophie va te montrer ta chambre. Viens, Marie. Sophie avait tiré la femme par la main. Ta chambre est à côté de la mienne. Je les avais suivis dans les couloirs, observant comment Marie examinait discrètement tout. La chambre que j'avais choisie pour elle était grande et bien meublée, avec une belle vue sur le jardin. C'est parfait, avait dit Marie. Merci. Maintenant, je vais te montrer le reste de la maison, avait annoncé Sophie. Les deux étaient partis en courant, et j'étais resté seul dans la pièce. Pour une raison quelconque, je me sentais anxieux. Et si Marie ne se sentait pas à l'aise ici, et si la différence sociale était trop grande? Mais mes inquiétudes s'étaient avérées infondées. Pendant le dîner, Marie avait bavardé naturellement, posant des questions sur la routine de la maison et les préférences de Sophie. Il n'y avait aucune gêne apparente ou inconfort. Sophie m'a dit que tu jouais du piano, avait dit Marie. Je jouais, avait corrigé Sophie, baissant les yeux. J'ai arrêté après la mort de maman. Je comprends. Marie avait hoché la tête. Parfois, c'est difficile de faire des choses qui nous rappellent ceux que nous avons perdus. Tu joues d'un instrument? Un peu de guitare, rien de fantaisiste. Tu peux me jouer un morceau un jour? Bien sûr, ma puce. J'avais observé toute la conversation en silence. Il y avait une facilité dans la façon dont Marie abordait les sujets délicats. Elle ne forçait ni ne faisait pression, elle acceptait simplement et offrait des alternatives. Le lendemain matin, dimanche, je suis descendu pour le petit déjeuner et j'ai trouvé quelque chose de différent. Une musique douce jouait en arrière-plan. Rien de bruyant ou d'intrusif, juste une mélodie apaisante qui rendait l'atmosphère plus accueillante. Marie était dans la cuisine, aidant Madame Laval à préparer le petit déjeuner. Il y avait un vase de fleurs fraîches sur la table du petit déjeuner et la lumière du soleil traversait les fenêtres ouvertes. « Bonjour », avait-elle dit en me voyant. « J'espère que ça ne vous dérange pas la musique. Je peux l'éteindre si vous préférez. »« Non, c'est très bien », avais-je répondu, surpris de réaliser que c'était vraiment très bien. Sophie était descendue quelques minutes plus tard, parlant déjà avec enthousiasme de ses projets pour la journée. « Marie, tu veux voir ma collection de livres? J'adorerais. Et je peux te montrer où maman a planté les roses? Bien sûr, ma puce. » Tout au long de la journée, j'avais observé comment Marie se déplaçait dans la maison. Elle n'essayait pas de tout changer d'un coup, mais de petits détails commençaient à apparaître. Des fleurs fraîches dans d'autres pièces, des fenêtres ouvertes pour laisser circuler l'air, une musique douce qui créait un environnement plus chaleureux. Ce soir-là, alors que j'étais sur le point de monter dans ma chambre, j'avais entendu des voix provenant de la chambre de Sophie. La porte était entr'ouverte et je m'étais approché discrètement. Marie était assise sur le bord du lit, racontant une histoire à Sophie. Une histoire différente des précédentes, plus calme, sur une petite étoile qui aidait les enfants à faire de beaux rêves. « Et quand tu te réveilleras demain, » avait dit Marie d'une voix douce, « la petite étoile sera là, dans le ciel, t'envoyant tout l'amour que ta maman t'a réservé. Tu crois que maman peut aussi voir l'étoile? J'en suis sûr, et je suis sûr qu'elle est heureuse chaque fois que tu souris. » Sophie avait souri, se blottissant dans ses oreillers.
Merci pour l'histoire, Marie. De rien, ma puce, dors bien. Marie avait éteint la lumière et avait quitté la pièce, manquant de me heurter dans le couloir. Pardon, avait-elle chuchoté. Je ne voulais pas vous réveiller. Ce n'était pas ça. J'étais juste. Merci, avais-je ajouté. Pourquoi? J'avais jeté un coup d'œil par la porte entr'ouverte où Sophie dormait déjà paisiblement. Pour tout. Marie avait souri et s'était dirigée vers sa propre chambre. Je suis resté dans le couloir quelques minutes, écoutant le silence de la maison, mais c'était un silence différent d'avant, plus léger, plus chaleureux. Pour la première fois depuis des mois, ma maison ressemblait vraiment à un foyer. Et pour la première fois depuis la mort de Sarah, Sophie s'était endormie avec le sourire aux lèvres. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Marie avait emménagé. Je maintenais toujours ma routine habituelle. Réveil tôt, café rapide, bureau jusqu'à tard. La différence était que maintenant, quand je rentrais à la maison, l'atmosphère était complètement différente. Il y avait des rires qui résonnaient dans les couloirs, une musique douce jouant dans le salon, l'odeur de fleurs fraîches que Marie remplaçait religieusement tous les 3 jours, et Sophie. Sophie était méconnaissable. La fillette qui restait enfermée dans sa chambre courait maintenant dans la maison, cherchant Marie pour lui montrer des dessins, lui demander de l'aide pour ses devoirs ou simplement pour parler. C'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur qui était resté cassé pendant des mois. J'observais tout de loin, comme toujours. Non pas que je m'en fichais, je m'en souciais plus que je ne l'aurais admis, mais je ne savais pas comment m'insérer dans cette dynamique. Pendant si longtemps, ma relation avec Sophie s'était réduite à des questions pratiques. L'école, les rendez-vous chez le médecin, les obligations. J'avais oublié comment simplement jouer. Un mercredi soir, je suis rentré plus tôt que d'habitude. Une réunion avait été annulée et j'avais décidé de ne pas fixer un autre rendez-vous. En entrant dans le salon, j'avais trouvé Sophie et Marie assises sur le tapis, entourées de pièces de puzzle. « Salut, papa! » Sophie avait fait un signe de la main sans quitter les pièces des yeux. « On construit un château. Il a 1000 pièces. » 1000 pièces? Je m'étais approché, curieux. Ce n'est pas trop difficile? Marie dit qu'on peut tout faire si on a de la patience, avait répondu Sophie, insérant une pièce dans la tour du château. Marie m'avait regardé avec un sourire discret. Sophie est très douée pour les puzzles. Elle a une mémoire visuelle incroyable. Vraiment? Je m'étais assis dans un fauteuil proche, observant. Oui, regarde. Sophie avait pris une pièce et l'avait parfaitement insérée dans un endroit apparemment impossible. Je me souviens où j'ai vu cette couleur avant. J'étais resté là quelques minutes, juste à observer. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans la concentration de ma fille. La façon dont elle analysait chaque pièce avant d'essayer de l'insérer. « Papa, tu veux aider? » avait demandé Sophie soudainement. Je ne suis pas très bonne au puzzle. » Ce n'est pas grave. Marie non plus n'était pas douée au début, mais elle a appris. Marie avait ri. C'est vrai, Sophie est une enseignante très patiente. J'avais hésité. Quand avais-je, la dernière fois, été assis par terre pour jouer à quelque chose? Probablement avant la naissance de Sophie. Mais il y avait quelque chose dans le regard plein d'espoir dans les yeux bleus de ma fille qui rendait impossible de dire non. D'accord. Où est-ce que je m'assois? Ici. Sophie avait tapoté le tapis à côté d'elle. Tu peux t'occuper des bords. Ils sont plus faciles. Je m'étais installé par terre, me sentant légèrement ridicule dans mon costume coûteux, assis sur le tapis du salon. Mais Sophie m'avait tendu une poignée de pièces à bord droit et j'avais commencé à chercher où elle s'adaptait. Celle-ci semble aller dans ce coin, avais-je dit, essayant d'insérer une pièce bleue. Bien vu! Sophie avait applaudi. Tu es meilleur que tu ne le pensais. Dans les minutes qui avaient suivi, quelque chose d'étrange s'était produit. J'avais complètement oublié le travail, les emails auxquels je devais répondre, la réunion du lendemain. Mon esprit s'était concentré uniquement sur la recherche de la bonne place pour chaque pièce. Il y avait quelque chose de relaxant,
presque méditatif. « Papa, tu souris » avait observé Sophie. J'avais touché mon propre visage, surpris. Je souriais, en effet. Je crois que j'apprécie ça plus que je ne m'y attendais. Je le savais. Sophie avait ri. Marie dit toujours, « Tout le monde aime les puzzles. Il faut juste trouver le bon. » Ils avaient continué à l'assemblée jusqu'à l'heure du dîner. Quand Madame Laval nous avait appelés, j'avais été surpris de réaliser que plus d'une heure s'était écoulée. On aurait dit seulement quelques minutes. « On peut continuer après le dîner ?» avait demandé Sophie. « Bien sûr », avais-je répondu, et j'avais réalisé que je voulais vraiment continuer. Pendant le dîner, Sophie avait parlé avec enthousiasme de nos progrès sur le puzzle, de mon habileté à trouver les pièces du bord, et à quel point ce serait cool quand nous aurions fini et pourrions en commencer un autre. Marie écoutait simplement et souriait, posant parfois des questions ou faisant des commentaires qui maintenaient la conversation fluide. J'avais remarqué qu'elle avait le don de faire en sorte que les gens se sentent écoutés et importants. « Marie, » avais-je dit soudainement, « merci d'encourager Sophie avec ses activités. Pas besoin de me remercier. Sophie est une enfant brillante. Elle avait juste besoin d'espace pour le montrer. Quand même, cela fait une différence. » Après le dîner, nous étions retournés au puzzle. Cette fois, je m'étais assis par terre sans hésitation. Les pièces s'assemblaient lentement et l'image du château commençait à prendre forme. « On a presque fini la tour principale », avait dit Sophie avec enthousiasme. « Juste quelques pièces de plus pour le toit », avait acquiescé Marie. J'avais inséré une pièce rouge à sa place et j'avais ressenti une petite vague de satisfaction. C'était un sentiment simple, presque enfantin, mais c'était réel. Fini. Sophie avait placé la dernière pièce de la tour. « On a réussi !» Elle avait applaudi, radieuse, et j'avais été surpris de ressentir une pointe de fierté. Nous avions travaillé ensemble sur quelque chose et l'avions achevé. C'était une petite chose, mais significative. « Maintenant, commençons le jardin du château », avait annoncé Sophie, triant déjà les pièces vertes. « Sophie, il est temps pour toi de te préparer pour le lit », avait dit Marie doucement. « Oh, mais on était si bien partis !»« On peut continuer demain », m'étais-je entendu dire. « Le puzzle ne va nulle part. » Promis, promis. Sophie avait souri et m'avait donné un baiser sur la joue pour me souhaiter bonne nuit. C'était un geste simple qu'elle faisait tous les soirs. Mais cette fois, j'y avais vraiment prêté attention. J'avais senti son affection, sa confiance. Quand Sophie était allée prendre son bain, Marie avait commencé à organiser les pièces par groupe de couleurs. « Vous n'avez pas à faire ça », avais-je dit. « Ça ne me dérange pas et ce sera plus facile de continuer demain. » Nous avions travaillé ensemble en silence pendant quelques minutes. C'était un silence confortable, sans le besoin de remplir l'espace de mots inutiles. « Merci », avais-je dit finalement. « Pourquoi ?» De m'inclure. Je n'ai pas fait ça depuis longtemps. Jouer. Quoi que ce soit avec Sophie, vraiment. Je travaille tellement et quand je rentre à la maison, elle est soit occupée, soit elle va se coucher. On s'est éloigné. Marie avait cessé de trier les pièces et m'avait regardé. Il n'est jamais trop tard pour changer ça. Parfois, j'ai l'impression de ne pas savoir comment. Sarah était toujours meilleure pour ces choses. J'étais le pourvoyeur. Elle était tout le reste. Mais maintenant, vous êtes tout. Et Sophie a besoin de vous de différentes manières. Comment savez-vous autant de choses sur les enfants? Vous n'en avez jamais eu. Marie avait souri tristement. J'ai pris soin de beaucoup d'enfants tout au long de ma vie. Et, eh bien, tout le monde a été enfant une fois. On se souvient de ce qui marchait et de ce qui ne marchait pas. Il y avait quelque chose dans sa voix qui laissait entendre des histoires non racontées. Mais je n'avais pas insisté. Au lieu de cela, j'avais continué à trier les pièces. Le lendemain matin, je m'étais réveillé au son de voix provenant du salon. En descendant, j'avais trouvé Sophie déjà au travail sur le puzzle m'attendant. « Papa, tu as mis si longtemps. J'ai trié les pièces du jardin pour nous. » « Désolé, ma puce, j'avais quelques appels téléphoniques. »
C'est bon. On peut commencer maintenant. Nous avions passé 1 heure avant le petit déjeuner à travailler sur le jardin du château. J'avais découvert que j'avais une certaine aptitude à identifier les motifs, tandis que Sophie était excellente avec les couleurs et les textures. On fait une bonne équipe, avait-elle dit. On fait vraiment. Pendant le petit déjeuner, Sophie avait suggéré que nous pourrions jouer à un jeu de société ce soir-là. Marie avait mentionné qu'elle avait vu des jeux dans la bibliothèque qui semblaient intéressants. On peut en essayer un, avais-je dit. Si je ne rentre pas trop tard. Tu peux essayer de rentrer plus tôt, avait demandé Sophie avec espoir. Je l'avais regardé. Quand la dernière fois quelqu'un m'avait-il demandé de rentrer tôt à la maison? Quand la dernière fois avais-je voulu rentrer tôt à la maison? Je vais essayer. Et j'avais vraiment essayé. Ce soir-là, j'avais réussi à quitter le bureau à 18h30, tôt selon mes standards. Quand j'étais rentré, j'avais trouvé Sophie et Marie dans la salle à manger avec un jeu de société déjà installé sur la table. « Tu es là! » Sophie avait couru pour m'embrasser. On a choisi un jeu sur la construction de ville. Marie a dit que tu aimerais parce que tu aimes l'architecture. J'avais regardé Marie surpris. Quand avait-elle découvert que j'aimais l'architecture? Je l'ai lu dans une de vos interviews, avait-elle expliqué simplement. Vous avez dit que si vous n'étiez pas homme d'affaires, vous auriez été architecte. J'étais impressionné qu'elle ait prêté attention à un si petit détail et touché qu'elle ait choisi un jeu basé sur cette information. Le jeu était plus complexe que le puzzle, mais tout aussi absorbant. Je me suis retrouvé à élaborer des stratégies, à calculer des ressources, à rivaliser gentiment avec Sophie pour voir qui pouvait construire la ville la plus efficace. « Papa, tu es vraiment bon à ça, » avait dit Sophie quand j'avais complété tout un quartier en un seul coup. « Tu te débrouilles très bien aussi, ta ville a un plan impressionnant. » Le sourire qu'elle m'avait donné était radieux. C'était le sourire d'une enfant qui se sentait vue et valorisée par son père. Nous avions joué jusqu'à près de 21 heures, bien au-delà de l'heure habituelle du coucher de Sophie. Mais elle était si excitée, si heureuse que je n'avais pas eu le cœur de l'arrêter. Quand nous étions finalement montés pour la coucher, elle était pratiquement vibrante de joie. « C'était incroyable, papa. On peut rejouer demain? »« Demain, c'est jeudi, Sophie. J'ai une réunion importante. » Son petit visage s'était un peu affaissé. « Mais peut-être ce week-end, » avais-je ajouté rapidement. « On pourra y consacrer plus de temps samedi. »« Vraiment? »« Vraiment. Et samedi, j'ai tenu ma promesse. J'ai annulé la partie de golf que j'avais prévue et j'ai passé toute la matinée à jouer avec Sophie. Nous avons terminé le puzzle du château, essayé un jeu de cartes que Marie avait suggéré et même tenté quelques origamis. Vers midi, Marie avait suggéré que nous fassions un pique-nique dans le jardin. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, » avais-je dit. « Le soleil est trop fort. Il y a un joli coin ombragé sous le chêne, » avait insisté Marie. « Et l'air frais nous fera du bien à tous. » Sophie avait bondi d'excitation à l'idée, alors j'avais accepté. Nous avions préparé des sandwichs et du jus, pris une grande couverture et nous nous étions installés dans le jardin. L'endroit que Marie avait choisi était parfait. À l'ombre de l'arbre, une douce brise rendait la chaleur de midi agréable. Sophie avait couru sur la pelouse, faisant des roues et des galipettes, quelque chose que je ne l'avais pas vu faire depuis longtemps. « Papa, regarde !» avait-elle crié, tentant une figure. « J'ai réussi !»« Très bien !» avais-je répondu, souriant sincèrement. Marie avait apporté un ballon et après le déjeuner, elle avait suggéré que nous jouions un peu. C'était un jeu simple, juste se lancer le ballon, essayant de ne pas le laisser tomber, mais Sophie adorait ça. « Ton tour, papa !» Elle m'avait lancé le ballon. Je l'avais attrapé et le lui avais renvoyé. Sophie avait essayé de l'attraper, mais le ballon avait rebondi sur ses mains et avait roulé sur la pelouse. Au lieu de se frustrer, elle avait ri et avait couru après. « Essaie encore !» avait-elle crié, me relançant le ballon. Cette fois, elle l'avait attrapé
et puis elle avait commencé à rire. Non pas un gloussement discret, mais un rire fort et libre qui résonnait dans le jardin. Je suis resté immobile, observant. Combien de temps s'était écoulé depuis que j'avais vu Sophie rire comme ça, complètement à l'aise, sans inhibition, comme si toute la tristesse des derniers mois s'était évaporée. « Papa, tu vas jouer aussi ?» avait-elle demandé. « Bien sûr. » J'avais enlevé mes chaussures et j'avais marché sur la pelouse. Je n'avais pas fait ça depuis des années. Marcher pieds nus sur l'herbe. La sensation était étrange mais bonne. Nous avions passé tout l'après-midi dans le jardin, jouant au ballon, courant, jouant à chat. J'étais surpris de constater que je me souvenais encore comment jouer. Et encore plus surprenant, je m'amusais. À un moment donné, Sophie avait trébuché et était tombée sur l'herbe. Au lieu de pleurer, elle s'était roulée et avait commencé à rire de façon incontrôlable. « L'herbe chatouille !» avait-elle crié. Marie s'était jetée sur l'herbe à côté d'elle, riant aussi. Et puis, sans trop réfléchir, je m'étais allongé là avec elle. Les trois, nous étions allongés sur l'herbe, regardant les nuages dériver dans le ciel bleu. Sophie montrait des formes qu'elle voyait dans les nuages. Un dragon, un château, un lapin géant. Celui-là ressemble à un cornet de glace, avait-elle dit, pointant un nuage particulièrement duveteux. Où? J'avais suivi la direction de son doigt. Juste là, tu ne le vois pas, il a même une cerise sur le dessus. J'avais regardé attentivement, et tout à coup, je pouvais le voir. Le nuage ressemblait vraiment à un cornet de glace. Je le vois, avais-je ri. C'est un cornet de glace au chocolat avec de la crème fouettée. Exactement. Sophie avait applaudi, ravie que je comprenne. Nous étions restés là pendant presque 1 heure, juste à regarder le ciel et à parler des formes des nuages. C'était une activité simple, mais il y avait quelque chose de profondément relaxant. Quand nous nous étions finalement levés, le soleil commençait à se coucher. Les vêtements de Sophie étaient tachés d'herbe, ses cheveux étaient en désordre, et elle avait un immense sourire sur le visage. « Papa !» avait-elle dit alors que nous rangions les affaires de pique-nique. « Aujourd'hui a été le plus beau jour de ma vie. » Les mots m'avaient frappé comme un éclair. Je m'étais figé à mi-mouvement, une main tenant la couverture de pique-nique. « Quoi? Aujourd'hui a été le plus beau jour de ma vie ?» avait-elle répété comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « On a joué toute la journée. Tu as ri à mes blagues et nous étions tous ensemble. C'était parfait. » J'avais senti quelque chose remuer profondément dans ma poitrine. Une émotion que je ne pouvais pas tout à fait identifier. La fierté, peut-être, ou la satisfaction, ou quelque chose d'encore plus profond que ça. Quand la dernière fois m'étais-je senti vraiment nécessaire? Non pas comme un pourvoyeur ou le PDG d'une entreprise, mais comme un père. Quand la dernière fois ma présence avait-elle rendu quelqu'un vraiment heureux? C'était spécial pour moi aussi, mais, vais-je dire, ma voix plus rauque que je ne l'avais voulu. Vraiment? Les yeux de Sophie brillaient. Vraiment. Elle avait couru et m'avait étreint, serrant fort. J'avais rendu l'étreinte, sentant ses cheveux, la force de ses petits bras autour de ma taille. Au-dessus de la tête de Sophie, j'avais croisé le regard de Marie. Elle souriait, mais il y avait quelque chose de plus dans ses yeux. De la fierté, peut-être, ou la satisfaction de voir ses efforts porter leurs fruits. Cette nuit-là, après que Sophie se soit couchée, je suis resté un moment sur le balcon, regardant le jardin où nous avions joué. Je pouvais encore entendre l'écho du rire de ma fille. Le plus beau jour de sa vie, et si j'étais honnête, cela avait peut-être été l'un des meilleurs de la mienne aussi. Je n'avais pas ressenti ce sentiment d'accomplissement depuis des années. Pas la satisfaction de conclure un accord ou de voir les chiffres de l'entreprise augmenter, mais quelque chose de plus personnel, de plus réel. Le sentiment d'avoir fait une différence dans la vie de la personne qui comptait le plus pour moi. Et tout cela grâce à Marie, qui m'avait montré à quel point il était simple de rendre ma fille heureuse. Cela ne nécessitait pas de cadeaux coûteux ou de voyages élaborés. Cela ne nécessitait que la présence, l'attention, le temps.
Pour la première fois depuis longtemps, Julien Mercier attendait avec impatience le week-end suivant. Croyez-vous au destin, vous? Je me posais souvent la question en repensant à cette période. Je ne sais pas si c'était le destin qui avait mis Marie sur ma route ou simplement une coïncidence improbable, un caprice de ma part. Mais parfois, il suffit d'une seule personne, d'un événement qui brise la routine. Signe pour que tout le reste bascule. Tout ce que je pensais savoir sur le bonheur, sur la famille, sur ce que c'était d'être un père, avait été remis en question. Et le plus fou, c'est que je ne regrette rien. C'était désordonné, imprévu, mais c'était vrai. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de vivre, vraiment vivre, et non de simplement exister. C'était un mardi calme quand tout a changé. J'étais rentré tôt, impatient de continuer le nouveau puzzle que nous avions commencé le week-end précédent. Sophie était à l'école et Marie arrangeait des fleurs dans le salon quand son téléphone a sonné. J'étais dans la cuisine prenant un verre d'eau quand j'ai entendu Marie répondre. « Allô? » Il y avait une gaieté décontractée dans sa voix, comme toujours. Mais ensuite, quelque chose a changé. Son ton est devenu tendu, inquiet. « Quoi? Quand est-ce que c'est arrivé? » J'ai arrêté de boire mon eau, faisant involontairement attention. Je n'avais pas l'intention d'espionner, mais l'urgence dans la voix de Marie était impossible à ignorer. « D'accord, calme-toi. Je vais voir ce que je peux faire. » Il y eut une longue pause. « Non, je n'ai pas l'argent en ce moment. Tu sais, j'envoie tout ce que je peux, mais je vais trouver une solution. Je promets. » J'ai froncé les sourcils. De l'argent? À qui Marie envoyait-elle de l'argent? Oui, je comprends que c'est urgent. Comment? J'essaierai d'arriver le plus vite possible. Sa voix commençait à se briser. Quand elle a raccroché, je l'ai entendue sangloter doucement. Je suis resté dans la cuisine un instant, incertain de devoir intervenir. Marie semblait toujours si forte, si en contrôle. La voir ainsi me mettait mal à l'aise. Finalement, je suis entré dans le salon. Marie était assise sur le canapé, le visage dans les mains, le téléphone à côté d'elle. « Marie, tout va bien? » Elle a rapidement levé la tête, essuyant ses yeux avec le revers de la main. « Je suis désolé, Monsieur Mercier, je ne voulais pas. » Ce n'est rien d'important. Ça n'a pas l'air de rien d'important. Marie a hésité, clairement tiraillée entre le maintien de sa vie privée et le besoin de parler à quelqu'un. « C'est ma mère, a-t-elle dit enfin. Elle est à l'hôpital. Son état s'est aggravé. » Je suis vraiment désolé. C'est grave? Les médecins disent que oui, elle a besoin d'une opération urgente, mais sa voix lui a fait défaut. Mais je n'ai pas les moyens. Je dois déjà tellement d'argent à l'hôpital qu'ils sont réticents à effectuer d'autres procédures. Soudain, beaucoup de choses ont commencé à avoir un sens pour moi. Les dettes mystérieuses que Pierre ne pouvait pas expliquer. La raison pour laquelle Marie travaillait si dur et peinait encore. Elle finançait le traitement médical de sa mère. Depuis combien de temps votre mère est-elle malade? 2 ans, Julien. Ça a commencé avec des symptômes étranges. Faiblesse, douleur. Il a fallu du temps aux médecins pour comprendre ce que c'était. Quand ils ont finalement diagnostiqué, elle a fait une pause, prenant une profonde inspiration. C'est une maladie rare. Le traitement est coûteux, très coûteux. Et vous avez payé tout ça seul? Je n'ai personne d'autre. Mon père est mort quand j'étais adolescente. Il n'y a que ma mère et moi. Je me suis assis à côté d'elle sur le canapé. Maintenant, je comprenais pourquoi Marie semblait parfois plus âgée que son âge. Pourquoi il y avait une tristesse silencieuse derrière ses sourires. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Parce que ce n'est pas votre problème, a-t-elle répondu rapidement. Vous avez déjà tellement fait pour moi, en me donnant un endroit où vivre, en m'enlevant les soucis financiers de base, je ne peux pas demander plus. Vous ne demandez rien, j'offre. Marie m'a regardé avec surprise. Monsieur Mercier, de combien avez-vous besoin pour l'opération? Non, je ne peux pas accepter ça. Vous avez déjà trop fait pour moi.
Marie, combien? Elle a hésité, clairement mal à l'aise. 15 000 € rien que pour l'opération, sans compter les frais de récupération, les médicaments. Pour moi, 15 000 € était une somme insignifiante, moins que ce que je dépensais pour un week-end occasionnel. Mais pour Marie, c'était évidemment une montagne insurmontable. Considérez que c'est fait. Je ne peux pas accepter. Elle a secoué la tête avec vigueur. Je ne peux pas vous devoir autant d'argent. Alors ne considérez pas cela comme un prêt. Considérez-le comme un cadeau. Monsieur Mercier, c'est trop. Marie, l'ai-je interrompu, surpris par la fermeté de ma propre voix. Vous avez ramené ma fille à la vie. 15 000 € ne couvrent même pas une fraction de cela. Ses yeux se sont de nouveau remplis de larmes. Je dois y aller pour être avec elle pendant l'opération. Elle est seule et effrayée. Bien sûr que vous le devez. Où est-ce? Chicago. C'est là que j'ai grandi. Ma mère y vit toujours. Quand avez-vous besoin de voyager? Dès que possible. Aujourd'hui, si je peux. L'opération est demain matin. J'ai regardé l'horloge. Il était 15 heures. Sophie serait rentrée de l'école dans 1 heure. Je vais vous arranger un billet. Mon assistante peut s'en occuper. Merci, a chuchoté Marie. Je ne sais pas comment je pourrais jamais rembourser tout ça. Vous l'avez déjà fait, plus que vous ne le savez. Nous sommes restés en silence quelques minutes. Marie essuyait occasionnellement ses yeux, essayant de se reprendre. Je me sentais étrange, comme si un vide se formait dans ma poitrine. Combien de temps allez-vous être absente? Je ne sais pas. Cela dépend de sa récupération. Peut-être 1 semaine, peut-être plus. 1 semaine, cela semblait une éternité. Comment s'était-il habitué à la présence de Marie si rapidement qu'1 semaine sans elle semblait intimidante? Et si elle ne se rétablissait pas bien? Et si elle avait besoin de soins constants? Marie est restée silencieuse longtemps. Alors je devrais rester là-bas, a-t-elle dit finalement. C'est ma mère. C'est ma responsabilité. Le vide dans ma poitrine s'est intensifié. Je n'avais pas envisagé cette possibilité. Et si Marie ne revenait pas? Et si c'était vraiment un adieu? Le son de la porte d'entrée s'ouvrant a interrompu mes pensées. Sophie était rentrée de l'école. « Marie !» La voix joyeuse de la fillette a résonné dans le couloir. « Où es-tu? Je dois te raconter ma classe d'art aujourd'hui. » Sophie a couru dans le salon, son sac à dos toujours sur le dos et un sourire radieux sur le visage. Mais quand elle a vu les yeux rouges de Marie, son sourire a disparu. « Marie, tu pleures. Qu'est-ce qui s'est passé? » Marie a pris une profonde inspiration, essayant de trouver la force d'expliquer. « Ma puce, je dois faire un voyage. Ma maman est malade et je dois prendre soin d'elle. » Un voyage? Le visage de Sophie s'est contorsionné d'inquiétude. Pendant combien de temps? Je ne sais pas exactement. Peut-être 1 semaine, peut-être plus. Plus, la voix de Sophie est devenue petite. Tu reviens, n'est-ce pas? J'essaierai, ma puce. J'essaierai. Mais il y avait une hésitation dans la voix de Marie qui n'est passée inaperçue ni pour moi ni pour Sophie. Sophie a couru vers elle et s'est jetée dans ses bras, s'accrochant fermement. « Ne pars pas, a-t-elle dit, commençant à pleurer. Tu ne peux pas partir. J'ai besoin de toi ici. Sophie, ma puce. Non. Sophie a serré plus fort son étreinte. J'ai déjà perdu ma maman. Je ne peux pas te perdre aussi. Les mots ont transpercé le cœur de Marie comme une lame. Elle m'a regardé au-dessus de la tête de Sophie, les yeux remplis de larmes. Sophie, je ne pars pas pour toujours, a dit Marie, sa voix étranglée par l'émotion. C'est seulement temporaire. Tu promets? Tu promets que tu reviendras? Marie a hésité. Comment pouvait-elle promettre quelque chose qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir? Je promets que je ferai de mon mieux, de mon tout mieux, pour revenir vers toi. Mais la réponse n'a pas satisfait Sophie, qui a commencé à pleurer plus fort, s'accrochant à Marie comme si c'était la dernière fois qu'elle la verrait. J'observais la scène avec le cœur lourd. Je voyais le désespoir de ma fille, la douleur de Marie, et je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps.
Le sentiment de perdre quelque chose d'important, quelque chose que je n'avais même pas su qu'il était devenu si essentiel à ma vie. Quand avez-vous besoin de partir? Ai-je demandé. Il y a un vol à 20 heures ce soir si je peux avoir un billet. Je m'en occupe tout de suite. J'ai pris mon téléphone. Sarah, j'ai besoin d'un billet pour Chicago pour ce soir, dès que possible. Pendant que je parlais à mon assistante, Sophie a continué à s'accrocher à Marie, lui murmurant de ne pas partir, promettant d'être une fille encore meilleure si elle restait. Quand j'ai raccroché, la réalité de la situation est tombée sur nous tous. Dans quelques heures, Marie serait dans un avion. La maison redeviendrait ce qu'elle était avant, silencieuse, froide, vide. Et pour la première fois depuis que Marie était entrée dans nos vies, je me suis demandé comment nous avions jamais réussi à vivre sans elle, et si nous pourrions jamais vivre sans elle à nouveau. Le premier jour sans Marie a été comme un réveil brutal. Je me suis levé à mon heure habituelle et je suis descendu pour prendre mon café. Mais quelque chose n'allait fondamentalement pas. Il n'y avait pas de musique douce jouant dans la maison. Il n'y avait pas de parfum de fleurs fraîches dans l'air. Il n'y avait pas de voix joyeuse bavardant avec Madame Laval dans la cuisine. Le silence était revenu. Madame Laval, la gouvernante, a préparé le petit déjeuner comme toujours, mais même elle semblait plus sombre que d'habitude. Quand Sophie est descendue pour le petit déjeuner, ses yeux étaient encore rouges d'avoir pleuré la nuit précédente. « Bonjour, ma puce », ai-je dit, essayant de paraître normal. « Bonjour », a-t-elle marmonné, s'asseyant à table sans son énergie habituelle. « Qu'est-ce que tu voudrais manger aujourd'hui? »« Je n'ai pas faim. » J'ai froncé les sourcils. Sophie avait toujours faim le matin, surtout après l'arrivée de Marie. Les petits déjeuners étaient devenus des moments joyeux où Sophie parlait de ses rêves ou planifiait des activités de la journée. « Sophie, tu dois manger quelque chose. »« Je sais, » a-t-elle soupiré, prenant un morceau de pain grillé et en prenant une petite bouchée. Le reste du petit déjeuner s'est passé en silence. Sophie n'a mangé que la moitié du pain grillé et n'a pas touché son jus d'orange. Quand il a été temps d'aller à l'école, elle m'a dit au revoir avec un baiser rapide et est partie les épaules affaissées. Je suis allé au bureau, mais j'avais du mal à me concentrer. Chaque fois que je pensais à la maison, je me souvenais de Marie, de son sourire, de la façon dont elle pouvait faire rire Sophie avec les choses les plus simples. Pendant le déjeuner, j'ai reçu un message d'elle. « L'opération s'est bien passée. Ma mère est stable. Merci pour toute, Marie. » J'ai poussé un soupir de soulagement. Au moins la mère de Marie allait bien. Mais en pensant à son retour, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune mention de cela dans le message. En rentrant à la maison ce soir-là, j'ai trouvé Sophie assise dans le salon, fixant le puzzle à moitié terminé sur la table basse. Elle n'avait touché à aucune pièce. « On veut continuer le puzzle ?» ai-je demandé. « Ce n'est pas pareil sans Marie », a répondu Sophie tristement. « On peut essayer. Peut-être que ce sera toujours amusant. » Ça ne le sera pas, et ça ne l'a pas été. Nous avons essayé pendant 15 minutes, mais l'atmosphère était lourde. Sophie soupirait à chaque pièce qu'elle plaçait, et je me sentais maladroit, comme si j'avais oublié comment faire pour que ça marche sans que Marie soit là pour faciliter l'interaction. Le deuxième jour, les fleurs que Marie avait placées sur la table du salon ont commencé à faner. J'ai réalisé que ni moi, ni Madame Laval n'avions pensé à les changer. C'était quelque chose que Marie faisait naturellement, sans que personne ne le lui demande. Sophie a à peine touché à sa nourriture au dîner. Quand j'ai demandé si elle voulait regarder un film, elle a secoué la tête. « Je peux aller me coucher tôt ce soir? »« Bien sûr, ma puce. » Mais quand je suis allé lui dire bonne nuit, j'ai trouvé Sophie éveillée dans son lit, fixant le plafond. « Je n'arrive pas à dormir. Marie me racontait toujours une histoire avant de dormir, » a-t-elle chuchoté. Des histoires qu'elle inventait sur le champ, sur des princesses courageuses et des dragons qui apprenaient à être gentils. « Tu veux que je te raconte une histoire? » Sophie m'a regardé avec espoir. Mais alors que je commençais à raconter une histoire traditionnelle dont je me souvenais de ma propre enfance, j'ai réalisé que je n'avais pas le talent de Marie pour donner vie au personnage.
Ma voix sonnait monotone, manquant de la magie que Marie mettait dans chaque mot. C'est bon, papa. Merci, a dit Sophie poliment après quelques minutes. Mais je pouvais dire qu'elle voulait juste que j'arrête. Le troisième jour, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement Sophie qui souffrait de l'absence de Marie. Elle me manquait moi aussi. Il me manquait de rentrer à la maison au son des voix joyeuses du salon. Il me manquait l'odeur des fleurs fraîches. Il me manquait de voir Sophie courir dans les couloirs, radieuse de bonheur. Mais surtout, Marie elle-même me manquait. Ses sourires chaleureux, la façon dont elle pouvait rendre n'importe quelle pièce plus accueillante, la façon dont elle me faisait sentir qu'être un père était quelque chose de naturel et de joyeux. Pour la première fois depuis la mort de Sarah, j'ai réalisé que je m'étais habitué à la compagnie d'une femme dans la maison. Pas nécessairement romantique, mais il y avait quelque chose dans la présence de Marie qui rendait tout plus complet. Le quatrième jour, Madame Laval a commenté discrètement. La petite mange à peine, Monsieur Mercier. Elle demande après Marie tous les jours. Que demande-t-elle? Quand elle revient, si elle va bien, si elle pense toujours à nous, j'ai ressenti une oppression dans ma poitrine. Sophie souffrait d'une manière que je ne savais pas apaiser. Cette nuit-là, j'ai de nouveau essayé de jouer avec elle, mais c'était comme essayer de recréer une chanson sans l'instrument principal. Tout sonnait faux, forcé. « Papa », a dit Sophie soudainement au milieu d'une partie de Memory. « Oui? Est-ce que Marie va vraiment revenir? Elle a dit qu'elle essaierait, mais si sa maman ne va pas mieux, et si elle doit rester là-bas pour toujours? » Je n'avais pas de réponse à cette question. C'était exactement ce que je m'étais moi-même demandé. Je ne sais pas, ma puce. Je pensais que peut-être on pourrait lui rendre visite, pour qu'elle sache qu'elle nous manque. La suggestion de Sophie a planté une graine dans mon esprit. Rendre visite à Marie, aller à Chicago. Mais ensuite, j'ai eu une meilleure idée. Le 5e jour, j'ai appelé Marie. « Allô? » Sa voix semblait fatiguée. « Marie, c'est Julien. Comment va votre mère? » « Mieux, l'opération s'est bien passée, mais sa récupération est lente. Les médecins disent qu'elle aura besoin de kinésithérapie pendant des mois. Et vous, comment vous sentez-vous? Fatiguée, inquiète. C'est difficile de la voir comme ça. Marie, j'ai une proposition. Une proposition? Je veux que vous rameniez votre mère ici pour qu'elle se rétablisse dans ma maison. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Monsieur Mercier, c'est... Avant que vous ne disiez que c'est trop, laissez-moi vous expliquer. J'ai l'espace. Je peux engager des infirmières privées. Votre mère aurait les meilleurs soins médicaux et vous n'auriez pas à vous soucier des coûts. Je ne peux pas accepter ça. Marie, je l'ai interrompu. Vous avez rendu sa vie à ma fille et à moi aussi, si je suis honnête. Sophie n'a pas mangé correctement depuis votre départ. Elle parle à peine. Toute la maison est morte sans vous. Je suis tellement désolé. Il ne s'agit pas d'être désolé, il s'agit de revenir. Sophie a besoin de vous, et vous me manquez aussi. Les mots étaient sortis avant que je ne puisse les arrêter. Il y avait une vérité en eux qui m'a surpris. Vous manquez, moi. La voix de Marie était douce. Oui, plus que je ne l'aurais cru. Il y eut une longue pause. Mais ma mère, elle est une personne compliquée. Elle n'aime pas accepter d'aide. Elle sera gênée. Alors convainquez-la. Dites-lui que c'est temporaire jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Dites-lui que Sophie a besoin de vous. Laissez-moi lui parler. Marie. Oui? Vous êtes toutes les deux les bienvenues ici aussi longtemps que vous en avez besoin. Merci, a-t-elle chuchoté. Cela signifie tellement. 2 jours plus tard, j'étais à l'aéroport avec Sophie, attendant le vol de Chicago. Sophie tenait à peine en place d'anxiété. « Tu es sûr qu'elle vient vraiment? » a-t-elle demandé pour la 10e fois. « Je suis sûr. »« Et sa maman, tu crois que je l'aimerais? » »« Je suis sûr que oui, et elle va t'adorer. » Lorsque les passagers ont commencé à descendre, Sophie vibrait pratiquement d'anticipation. Et puis elle a vu Marie. « Marie !» a crié Sophie, courant vers elle. Marie a laissé tomber le sac qu'elle portait et a ouvert les bras pour recevoir Sophie,
qui s'est jeté sur elle de toutes ses forces. Elles sont restées ainsi de longues secondes, s'embrassant, tandis que Marie murmurait à l'oreille de la fillette à quel point elle lui avait manqué. J'observais la scène avec un sentiment étrange dans la poitrine. Soulagement, gratitude et quelque chose d'autre que je ne pouvais identifier. Puis j'ai vu la femme âgée qui accompagnait Marie. Cheveux gris, une posture légèrement voûtée, s'appuyant sur une canne. Ses yeux étaient du même bleu clair que ceux de Marie, mais il y avait une dureté en eux que sa fille ne possédait pas. « Maman », a dit Marie, tenant toujours Sophie. « Voici Julien Mercier, et voici Sophie. » La femme m'a regardé avec un mélange d'embarras et de suspicion. « Monsieur Mercier, je ne sais pas comment vous remercier, même si j'ai dit à Marie que ce n'était pas nécessaire. »« C'est nécessaire. Je lui ai tendu la main. Je suis Julien, et votre fille est l'une des personnes les plus importantes dans la vie de ma famille. » La femme m'a serré la main brièvement. « Rose Martin. Bienvenue, Rose. » Sur le chemin du retour, Sophie n'a pas arrêté de parler à Marie, lui racontant tout ce qui s'était passé pendant son absence, comment elle n'avait pas pu finir le puzzle, comment les fleurs avaient fané, comment la maison était devenue silencieuse. « J'ai apporté quelque chose pour toi, » a dit Marie, fouillant dans son sac. « Ferme les yeux. » Sophie a obéi et Marie a placé quelque chose dans ses mains. « Tu peux les ouvrir. » C'était une petite clochette dorée, délicate et brillante. « C'est une clochette à vœux, » a expliqué Marie. « Chaque fois que tu la fais sonner, tu peux faire un vœu. » Vraiment? Les yeux de Sophie brillaient. Vraiment? Mais ça ne marche que pour les vœux de bonnes choses pour les autres. « Alors je souhaite que ta maman guérisse vite. » Rose, qui était restée silencieuse tout le trajet, a regardé sa petite fille de substitution avec surprise et une pointe de tendresse. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, j'ai observé la réaction de Marie en entrant. C'était comme si elle retournait là où elle appartenait. Elle a pris une profonde inspiration, souriant en entendant la musique que Madame Laval avait mise. « Les fleurs », a-t-elle dit, remarquant les vases vides. « Nous ne savions pas lesquelles choisir, ai-je admis. Nous avons perdu votre touche magique. » Marie a ri, et le son a résonné dans la maison comme une bénédiction. « J'irai chercher des fleurs fraîches demain matin. »« Non, » a dit Sophie. « Allons-y ensemble. Je veux en choisir pour ta maman aussi. » Rose, qui observait toute l'interaction, s'est assise soigneusement dans un fauteuil. Il y avait des larmes dans ses yeux, et j'ai réalisé qu'elle était émue de voir à quel point Marie était aimée ici. « Marie, » ai-je dit, croisant son regard. « Oui? » « Bienvenue de nouveau. » Le sourire qu'elle m'a donné était radieux, chaleureux, plein d'une gratitude qui dépassait les mots. « Merci, » a-t-elle dit, les yeux pleins de larmes. « Pour tout, pour avoir pris soin de ma mère, pour nous avoir amenés ici, pour nous faire sentir que nous faisons partie d'une famille. » J'ai souri en retour, un sourire sincère qui venait de quelque part au plus profond de ma poitrine. À cet instant, en regardant Sophie étreindre Marie et Rose regarder autour de la maison, qui serait son foyer temporaire, j'ai réalisé que j'étais de nouveau entier. Ma maison était redevenue un foyer. 6 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Marie et Rose. La mère de Marie se rétablissait bien avec une kinésithérapie quotidienne et les meilleurs soins médicaux. Mais plus que cela, la maison s'était transformée en quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, un véritable foyer. Le changement le plus surprenant, cependant, s'était produit en moi-même. Un samedi matin, je me suis réveillé sans alarme, et au lieu d'aller directement à mon bureau à domicile pour consulter mes emails, je suis descendu à la cuisine. J'ai trouvé Marie préparant le petit déjeuner, fredonnant doucement. Elle portait une simple robe bleu clair qui mettait en valeur ses yeux, et il y avait quelque chose dans le naturel de ses mouvements qui m'a fait marquer une pause à l'entrée, juste pour l'observer. « Bonjour », ai-je dit finalement. « Bonjour, vous êtes debout tôt aujourd'hui. Vous avez bien dormi? »« Oui, mieux que je ne l'ai fait depuis des années. » Marie a souri, continuant à remuer quelque chose sur la cuisinière. « Voudriez-vous que je vous fasse quelque chose de spécial? »
En fait, j'ai hésité. Je pensais préparer le petit déjeuner aujourd'hui pour vous et Sophie. Marie a arrêté ce qu'elle faisait et s'est tournée vers moi, surprise, mais avec un sourire chaleureux. Quelle charmante idée! Sophie va adorer. Vous me l'avez appris, ai-je dit simplement. J'avais observé Marie tant de fois que je savais exactement comment elle faisait. Les crêpes parfaitement dorées, le jus fraîchement pressé, les fruits coupés en forme amusante. Besoin d'aide? A demandé Marie, me regardant rassembler les ingrédients. Je crois que je gère, ai-je répondu. Mais il y avait une nervosité dans ma voix qui l'a fait rire. Je resterai à proximité, juste au cas où. Alors que je préparais la pâte, j'ai été surpris de voir à quel point j'appréciais cela. Il y avait quelque chose de réconfortant dans le simple rituel de cuisiner, dans l'odeur de la pâte qui frit, dans l'anticipation de voir la réaction de Sophie. « Vous devenez un expert », a commenté Marie. « J'ai une bonne enseignante », ai-je répondu, croisant son regard. Il y avait quelque chose de différent dans le regard que nous avons échangé, quelque chose de plus profond que l'amitié, de plus intime que la gratitude. Quand Sophie est descendue, encore dans son pyjama à imprimer licorne avec les cheveux en bataille, elle s'est arrêtée à la porte, les yeux écarquillés. « Papa, tu cuisines? »« Oui, j'ai fait des crêpes spéciales pour toi. » Sophie a couru vers moi et m'a étreint la taille. « Tu deviens comme Marie, à nous faire de bonnes choses. » La comparaison m'a touché profondément. Être comparé à Marie était l'un des plus grands compliments que je pouvais recevoir. Pendant le petit déjeuner, nous avons parlé de nos projets pour la journée. Sophie voulait montrer à Rose le nouveau dessin qu'elle avait fait. Marie devait aller à l'épicerie et j'ai découvert que je ne voulais rien faire d'autre que de rester là avec eux. « Je peux aller au marché avec vous? » ai-je demandé à Marie. « Bien sûr. Et toi, Sophie, tu viens avec nous? » « Oui, mais d'abord, je veux montrer mes dessins à Mamie Rose. » Mamie Rose, Sophie avait adopté la mère de Marie comme une grand-mère de substitution et Rose, malgré sa personnalité initialement réservée, avait complètement fondu sous l'affection de la petite fille. Au marché, j'ai poussé le chariot pendant que Marie sélectionnait les ingrédients. Elle expliquait chaque choix. Cette tomate était parfaite. Ces herbes étaient fraîches. Il y avait quelque chose de profondément normal et spécial à ce sujet. Nous ressemblions à un couple ordinaire faisant ses courses pour un dîner de famille. « Qu'est-ce que vous comptez cuisiner? » ai-je demandé. « Un rôti spécial aux herbes. C'était le plat préféré de ma mère quand j'étais petite. » Marie a souri avec nostalgie. Je me suis dit que ce serait sympa de lui en faire pour fêter sa convalescence. « Je peux aider? » Marie m'a regardé avec surprise et tendresse. « J'adorerais votre aide. » Cet après-midi-là, je me suis retrouvé dans la cuisine à côté de Marie, épluchant des pommes de terre et coupant des légumes. Mes mains, habituées uniquement à signer des contrats, se déplaçaient maintenant avec précaution avec le couteau. « Vous avez beaucoup changé, » a dit Marie soudainement. « Comment ça? » Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, vous sembliez distant, comme si vous étiez toujours pressé d'être ailleurs. J'ai arrêté de couper et je l'ai regardé. C'était exactement ça. Je courais toujours du travail à la maison, de la maison au travail. Jamais vraiment présent nulle part. J'ai soupiré. Je crois que j'avais peur de m'arrêter et de ressentir le vide que la mort de Sarah avait laissé. Et maintenant je veux être ici, avec Sophie, avec vous. Je ne peux pas imaginer vouloir être ailleurs. C'est comme si j'avais enfin trouvé ma place. Marie a souri, mais il y avait des larmes dans ses yeux. « Sarah serait fière, a-t-elle dit doucement, du merveilleux père que vous êtes devenu. » La mention de Sarah a apporté la paix au lieu de la douleur. Je savais que Sarah approuverait la façon dont ma vie s'était transformée. Je pense qu'elle vous approuverait aussi. Et je dis, approuverait de la façon dont vous avez pris soin de Sophie avec tant d'amour. La façon dont vous avez pris soin de moi aussi. Le dîner a été un succès absolu. Le rôti était parfait. La conversation a coulé naturellement.
Et Sophie était radieuse d'avoir toute sa famille réunie. Rose a raconté des histoires de quand Marie était petite, et j'ai été surpris de me retrouver à contribuer naturellement à la conversation. Papa, a dit Sophie soudainement, savais-tu que tu as ri 5 fois pendant le dîner ce soir? Vraiment? Ai-je demandé, surpris. Oui, j'ai compté. Marie dit toujours qu'il est important de prêter attention aux bonnes choses. C'est important, ai-je dit. Et tu sais ce qui est important aussi? Je ne veux plus manquer aucune de ces bonnes choses. Après que Sophie se soit couchée et que Rose se soit retirée dans sa chambre, Marie et moi sommes restés seuls dans le salon. Elle rangeait quelques magazines et je la regardais, essayant de trouver le courage pour ce que je devais dire. Marie, ai-je dit finalement. Oui? Elle s'est tournée, sentant quelque chose de différent dans ma voix. Je dois vous parler de mes sentiments. Marie s'est assise dans le fauteuil à côté du mien, me donnant toute son attention. Quand Sarah est morte, ai-je commencé, ma voix légèrement tremblante, j'ai pensé que je ne serais plus jamais capable de ressentir un véritable amour, une vraie connexion, un bonheur complet. Je pensais que cette partie de moi était morte avec elle. Julien, s'il vous plaît, laissez-moi finir, ai-je demandé, prenant ses mains. Vous êtes entré dans ma vie comme un tourbillon chaleureux. Vous avez ramené Sophie à la vie, mais vous m'avez ramené moi aussi. Et aussi, vous m'avez appris que je peux encore être un bon père, que je peux encore ressentir de la joie dans les choses simples. Les yeux de Marie s'éteignent de larmes. Vous avez fait tout cela pour nous sans rien demander en retour. Vous avez pris soin de Sophie avec un amour que je ne pouvais pas donner. Vous m'avez appris que l'amour n'est pas seulement fait de grands gestes, mais des petits moments qui construisent une vie ensemble. Faire le petit déjeuner un samedi matin, rire aux blagues d'une fillette de 6 ans, transformer une maison froide en un foyer plein de vie. Vous n'avez pas à me remercier pour... Ce n'est pas de la gratitude, Marie. Je l'ai interrompu doucement. C'est de l'amour. Je suis tombé amoureux de vous, de votre rire, de votre générosité, de votre façon de regarder le monde, toujours à la recherche du bon côté. Je suis tombé amoureux de la femme qui a réussi à faire sourire ma fille à nouveau. Je me suis levé et je suis allé vers elle, m'agenouillant à côté de son fauteuil, comme elle l'avait fait ce premier jour dans le hall, mais maintenant pour des raisons complètement différentes. Ce jour-là, j'ai fait une promesse par orgueil. Aujourd'hui, je vous demande parce que je vous aime. Les yeux de Marie se sont écarquillés, des larmes coulant librement sur son visage. Marie Martin, ai-je continué, ma voix pleine d'émotion. Voulez-vous m'épouser? Non pas à cause d'une promesse stupide faite par l'homme arrogant que j'étais, mais parce que je ne peux pas imaginer ma vie, notre vie, sans vous. Parce que je veux que nous soyons une vraie famille. Marie est restée silencieuse pendant un moment qui a semblé une éternité. Puis un sourire radieux a illuminé son visage. Oui, a-t-elle chuchoté, sa voix étranglée par l'émotion. Oui, je le veux. Je vous aime aussi, Julien, plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Je me suis levé et je l'ai embrassé doucement, un baiser plein de promesses et de tout l'amour que nous avions découvert l'un dans l'autre. Sophie va disjoncter, a dit Marie en essuyant ses larmes. Je pense bien. Et Rose? Rose m'a déjà demandé 3 fois quand vous alliez vous déclarer. Marie a ri. Elle a dit que c'était évident que nous étions amoureux. Était-ce vraiment si évident pour tout le monde sauf nous? Le lendemain matin, nous avons annoncé la nouvelle à Sophie au petit déjeuner. Sa réaction a été exactement celle à laquelle nous nous attendions. Vraiment, vous allez vous marier, a-t-elle crié, sautant de sa chaise. Vraiment, ai-je confirmé. Ça veut dire que Marie va être ma vraie maman. Marie s'est agenouillée à côté de la chaise de Sophie. Si tu veux, ma puce, je n'essaierai jamais de remplacer ta vraie maman, mais je peux être une maman supplémentaire. Quelqu'un qui t'aime très fort et qui veut prendre soin de toi pour toujours. Oui, Sophie a interrompu, l'embrassant. Oui, vraiment. Maintenant, j'aurai une maman qui est là avec moi et la maman qui est au ciel qui veille sur moi aussi. Rose, qui prenait son petit déjeuner avec nous, a discrètement essuyé une larme. Eh bien,
a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Je suppose que je devrais rester pour aider à planifier ce mariage. Tu vas vivre avec nous pour toujours? A demandé Sophie. Si vous voulez de moi, bien sûr. Je m'en allais ma main. Quelqu'un doit apprendre à Marie les recettes de famille. Et moi aussi, a dit Sophie. Je veux apprendre à cuisiner comme vous. Cet après-midi-là, nous étions tous les trois dans le jardin sous un ciel bleu parfait. Rose était assise dans une chaise confortable à l'ombre, regardant avec un sourire sur le visage. Sophie courait pieds nus sur la pelouse, chassant les papillons et chantant une chanson qu'elle avait inventée elle-même. « Papa, Marie, venez jouer avec moi », a-t-elle crié. « Nous arrivons », a répondu Marie. Mais avant de rejoindre Sophie, elle m'a regardé. Il y avait tant d'amour dans ce regard, tant d'avenir devant nous, tant de promesses de bonheur. « Merci », ai-je dit, lui prenant la main. « Pourquoi » ? Pour nous avoir appris à être une famille, pour m'avoir appris qu'il était possible d'aimer à nouveau. Marie a souri et m'a serré la main. Nous nous sommes appris mutuellement. Nous avons marché ensemble vers Sophie, qui nous attendait les bras ouverts. Quand nous l'avons rejointe, elle s'est jetée dans nos bras à tous les deux, créant un câlin de groupe qui a scellé ce que tout le monde savait déjà dans son cœur. Nous étions une famille, complète, heureuse, réelle. Maintenant, jouons à tourne, tourne, petit moulin, a ordonné Sophie. Et Mamie Rose doit jouer aussi. Rose s'est levée de sa chaise, mettant de côté sa broderie. Je ne vais pas manquer la première partie avec ma nouvelle famille au complet. Nous avons formé un cercle sur la pelouse et avons commencé à tourner, chantant une vieille chanson que Rose connaissait. Sophie riait si fort qu'elle pouvait à peine continuer à chanter. Marie tournait les yeux fermés, sentant le vent dans ses cheveux. J'observais tout le monde autour de moi, et je ressentais un bonheur que je ne savais pas possible. Quand nous avons cessé de tourner, nous étions tous étourdis et rieurs. Sophie est tombée sur l'herbe, regardant les nuages. « Regarde » a-t-elle montré le ciel. « Ce nuage ressemble à un cœur. » Tout le monde a levé les yeux. En effet, il y avait un nuage en forme de cœur juste au-dessus de nous. « C'est un signe », a dit Sophie avec conviction. « Maman envoie un cœur du ciel pour notre nouvelle famille. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Mais c'étaient des larmes de gratitude. J'ai regardé Marie, qui était également émue, puis Rose, qui souriait tendrement, et enfin Sophie, qui continuait à pointer le ciel avec une joie pure. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres du jardin, peignant le ciel de nuances d'or et de rose, j'ai réalisé que mon voyage avait atteint la bonne destination. Ma maison était devenue un foyer. Ma fille souriait et rêvait à nouveau. Et j'avais appris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on perd pour toujours. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, l'amour peut renaître. Il peut grandir. Il peut se transformer en quelque chose d'encore plus beau. Et parfois, quand on a beaucoup de chance, il arrive sous la forme d'une femme de ménage blonde aux yeux clairs, avec un bouton magique dans sa poche et la capacité de transformer une promesse arrogante en la plus vraie des histoires d'amour. Une histoire qui ne faisait que commencer et qui n'était pas exempte de ses défis, de ses doutes. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? La vie est une succession d'imprévus, de joies, de peines, de petites victoires. Mais cette fois, j'étais prêt. Nous étions prêts.